Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Hello les sorcières! Bienvenue dans Partage de sorcières pour ce nouvel épisode dédié à Ostara, le sabbat du renouveau, l'équinoxe de printemps qui cette année aura lieu le 21 mars, ça c'est pas très surprenant, mais en même temps cette année il y aura la nouvelle lune et du coup ce sera un sabbat plein d'énergie, super puissant puisque la nouvelle lune c'est aussi la symbolique du renouveau. Avant d'attaquer un peu plus en détail sur ce sabbat, sa symbolique et puis ses correspondances, les déesses, tout ça comme d'hab dans PDS, Anaïs, tang 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 tang, c'est l'heure de l'étymologie. Et bonjour. Donc effectivement, là où on avait Imbolc la dernière fois, qui était un sabbat, on l'avait dit, de l'espoir, de ce début du retour de la lumière qui commence à revenir. Là, Ostara, on le sait, on est vraiment dans le sabbat du printemps. C'est la fête du printemps, c'est la fête de la dame, c'est vraiment tout un tas de fêtes différentes et surtout la fête de l'équinoxe. Donc l'équinoxe, c'est vraiment le moment où la nuit et le jour sont d'égale longueur. Et donc, comme tu l'as dit, en général, c'est autour du 21 mars, 20 mars, 19 mars, jusqu'au 24 mars. Ça dépend de l'année solaire et du temps que la Terre met à mettre pour faire sa rotation. Donc, après avoir nettoyé, vraiment à Imbolc, on l'a vu, c'était ce sabbat un petit peu où on nettoie, etc. On ouvre grand et on fait entrer l'air. Exactement, on a le lait, etc. Là, on est vraiment plus dans la germination. On a réfléchi à ce qu'on voulait plus du tout à Yule. On a commencé à penser à ce qu'on avait envie de faire à Imbolc, au projet qu'on voulait autant spirituellement que personnellement que professionnellement mettre en œuvre. Et là maintenant, à Ostara, c'est le moment de se lancer. On se lance. Et donc l'étymologie, voilà ma petite marotte. Alors, là, j'ai eu grave du mal cette fois-ci, j'étais pas bien. Pourquoi ? Parce que le terme Ostara, il est vraiment extrêmement récent. Oui. Donc, il vient du fondateur de la Wicca, Gerald Gardner, qui a baptisé ce sabbat Ostara, d'après lui, en relation, ou en tout cas en rappel de la déesse Éostre, qui serait une déesse, ou Eoster, qui aurait donné Easter en anglais, donc Pâques, qui serait une déesse proto-germanique ou celte, on ne sait pas trop, ou anglo-saxonne. Enfin voilà, on a vraiment très peu de sources sur cette déesse fiable de la fécondité et du printemps en fait, tout simplement, ou la dame de l'aube aussi, la déesse de l'aube. Donc comme lui il fonde un peu l'origine de ce mot là-dessus, c'était assez difficile de rechercher une source un petit peu plus peut-être fiable, ou en tout cas différente de la Wicca et des traditions wiccanes. Et donc j'ai trouvé chez le philologue allemand, juriste et mythologue, non pas mycologue, pas les champignons, Jacob Grimm, que ça serait d'origine germanique, effectivement, du coup monsieur est allemand, et ça viendrait du proto-germanique austro, qui signifie briller. Donc on retrouve ce terme de soleil, de lumière, etc. De naissance de l'aube, etc. Et il nous dit effectivement dans Die Deutsche Mythologie, en 1835, que Ostara, donc l'éostre anglo-saxonne, doit dans la religion païenne avoir été un être supérieur dont l'adoration était si fermement enracinée que les professeurs chrétiens en ont toléré le nom et l'ont réappliqué en utilisant Pâques, en créant Easter Pâques. Voilà. Donc c'était tellement une déesse quand même qui devait être importante, ou en tout cas un moment de l'année à fêter important, qu'effectivement on va le voir dans les traditions, c'est resté sous la forme de Pâques. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, il semblerait que toutes les célébrations liées au printemps, elles soient elles aussi assez nouvelles. Il n'y a pas vraiment de traces ancestrales d'une célébration de ce moment d'équinoxe qui en fait fait super sens. Il y a la dualité, le jour, la nuit, l'équilibre entre les deux. Mais en tout cas, dans mes recherches, moi, je n'ai pas trouvé de rituel signifiant. Alors, de rituel, toujours pareil, c'est très difficile. Non, historiquement parlant, non. Enfin, en tout cas, on ne le sait pas, c'est pas venu jusqu'à nous. Par contre, on sait que les traditions, les anciennes civilisations fêtaient l'équinoxe. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on a des témoignages qui sont, comme d'habitude, les monuments. Et donc, notamment dans la culture celte, on va retrouver des monuments qui sont alignés sur les équinoxes, comme on avait précédemment pour les solstices. Et donc, notamment, il y a le cairn de Langcrew en Irlande, qui est vraiment... là, maintenant, vous avez l'habitude, vous savez ce que c'est les cairns, on les a expliqués dans les précédents podcasts. On est briefé. Vous voyez à peu près ce que c'est. Et donc, pareil, c'est une allée couverte avec des mégalithes. Et donc, le soleil de l'équinoxe qui va frapper au matin la pierre la plus au fond de ces mégalithes. Et encore plus anciens, on a les alignements les plus connus de France, les alignements de Carnac en Bretagne. Alors eux sont totalement
alignés sur l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Par contre, on ne sait pas du tout quels étaient les rituels qui pouvaient y être liés. En tout cas, elles sont construites de cette façon. C'est des alignements qui sont énormes. Karnak, c'est à peu près 3000 mégalithes visibles aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y en a dans la mer. La mer a recouvert les terres à une certaine période. Donc c'est à peu près c'est moins 5000 ans avant Jésus-Christ, peut-être même plus vieux parce que c'est difficile à dater, mais on sait par l'archéologie que dans la mer, il y a encore des mégalithes, il y a encore des constructions, il y a encore des choses. On trouve aussi des dépôts maritimes, des dépôts enfouis dans l'eau, donc notamment des haches en jadéite, d'autres structures mégalithiques, des genres d'offrandes, donc liées peut-être à ces célébrations sur ce lieu spécifique. Notamment en Bretagne, on en a retrouvé beaucoup. Voilà, et les haches en jadéite, c'est vraiment très spécifique de cette culture néolithique, parce que le jadéite, c'est pas une pierre qu'on trouve en Bretagne. C'est une pierre qui vient d'où ? Qui vient des Alpes. Ok. Donc il y a vraiment ce côté, on sait que c'est une offrande parce que c'est quelque chose de rare. Ouais. Voilà. Donc comment est-ce qu'on est passé des haches au petit lapin de Pâques ? Alors ça, c'est tout ce qu'on va démontrer. Encore plus ancienne, mais avant d'en arriver à notre petit lapin de Pâques et à nos œufs en chocolat, j'aimerais aussi parler du fait que les anciennes civilisations de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment les Mayas, fêtaient l'équinoxe. Et moi qui ai visité beaucoup de sites mayas, et notamment Chichén Itzá, il y a un phénomène très important sur la pyramide, donc, qui s'appelle aujourd'hui El Castillo, mais qui est la pyramide de Kukulkan, le serpent à plumes. Donc au jour de l'équinoxe de printemps, au soir, au crépuscule, l'ombre du soleil descend sur les marches de la pyramide et ça fait le dessin, l'ombre d'un serpent géant qui descend jusqu'à la tête sculptée en bas des escaliers de cette pyramide, et ça ne se produit qu'à l'équinoxe. Donc la pyramide a été construite en fonction de ces moments d'équinoxe. Donc il y avait certainement là aussi des rites, des célébrations qui devaient être incroyables. Alors moi, j'étais pas au moment de l'équinoxe, donc je n'ai pas pu assister. Il y a beaucoup de gens qui y vont assister à l'équinoxe. Juste hallucinant. Ça doit être incroyable, dans cette jungle déjà, avec ces pyramides construites. C'est déjà rien que le site en lui-même, il est incroyable, de beauté, etc. Et il y a ce moment-là vraiment avec cette ombre. Vous pourrez voir des vidéos sur YouTube, il y en a plein, qui descend et ça fait vraiment un serpent le long des marches. Et à la fin, il rejoint la tête sculptée de Kukulkan. Voilà. Quel est le nom du temple ? Donc c'est le El Castillo, c'est la grande pyramide de Chichén Itzá, le temple de Kukulkan. Non, je ris, pardon. On a toujours des trucs avec ces prononciations de noms. Moi, je me rappelle une fois. C'était quoi cette déesse incroyable dont tu m'avais parlé dans un épisode ? C'est dans notre podcast sur le Moyen-Âge numéro 2, avec les Mayas et les Incas. Ouais, souvenir de jolis fous rires. Exactement. Et donc, on parle d'Ostara, qui est le sabbat du renouveau, de la fertilité, de la naissance, de la renaissance, de la prospérité. C'est vraiment ce moment de réveil de la terre. Le 7 mars le 7 mars, à quelle heure ? Je ne l'ai plus mis. Oui, le 7 mars, à 18h24 de tête. Non, ça, c'est la nouvelle lune. Flûte, je ne sais plus. Écoutez, les filles, le 7 mars, je crois, vers 21h, c'est la pleine lune de la sève, justement, en lien avec le fait que les arbres reprennent aussi vie. Je crois qu'on dit aussi pleine lune des vers de terre. Ah ouais ? En anglais, c'est one moon, ok. Il me semble. Et donc ça rappelle cette idée de mélanger la terre, planter, pousser. Voilà, on va parler de ça aussi, des rites agraires qui sont autour d'Ostara, le fait de planter les graines, etc. Voilà. Donc il y a cette idée dans le verre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la météo de la semaine prochaine, mais ça ne sera pas une bonne météo du tout. Ce qui est normal, puisque c'est la petite anecdote, la dernière fois, nous avons parlé à Imbolc de la fête de la marmotte, qui sort pour dire s'il va y avoir un hiver long ou pas. Oui. Et cette année, elle est décédée. Ah donc c'est très mauvais. Donc il est possible que Ostara soit en retard cette année. Voilà. Ouais. À part ça, c'est dingue que tu dises ça. Ne plantez pas encore vos graines. On avait récemment une discussion sur le nouveau Discord qu'on a ouvert avec 3 cercles. On avait une discussion par rapport à cette période de l'année. Et je leur disais qu'il fallait que je prépare le podcast et aussi le cercle qui aura lieu la semaine prochaine, le 11 mars, quelque chose comme ça. Et moi, cette année, je ne suis pas du tout connectée à Ostara. Alors, Sorcia, si tu nous écoutes et que tu as envie de te déculpabiliser, sache que j'ai galéré de ouf à écrire cet épisode, que pour la première fois, j'ai écrit quelque chose parce qu'en fait, je n'étais pas inspirée. Et je trouve très compliqué de se connecter à Ostara cette année
Parce qu'en fait, la météo, mais je sais pas, aussi les énergies, le renouveau, tout ça, moi je suis pas dans cette dynamique, et donc peut-être que j'ai un lien direct avec cette marmotte, mais je trouve assez compliqué effectivement cette Ostara. Oui, oui, et vraiment pour le coup, oui, je crois que l'hiver va être tardif, donc il faut peut-être encore attendre pour ça. Mais bon, ça n'empêche que les énergies sont là quand même, hein, donc on peut aussi faire selon, toujours pareil, selon ce qu'on a envie, ce que l'on ressent. Complètement. Et du coup, Ostara, d'un point de vue des anciennes traditions, eh bien, qu'est-ce que tu as pu gratouiller d'autre Alors c'est vrai que j'ai pas du coup, comme Ostara c'est vraiment cette origine Wiccan, donc assez récente, hein, la Wicca c'est quand même récent, c'est la période moderne, j'ai pas trouvé Ostara en tant que telle dans les anciennes traditions, mais il y avait plusieurs fêtes qui étaient forcément reliées à l'équinoxe de printemps, en tout cas dans l'Antiquité. Alors la première c'était chez les Sumériens, donc les Sumériens c'est une très 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 vieille civilisation du croissant fertile de Mésopotamie. Donc eux, ils célébraient le 20 mars le mariage sacré entre leurs deux dieux principaux, qui étaient Inanna, la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité, et le roi Dumuzi, donc qui était son époux et qui ressemble un peu à l'Osiris égyptien. Donc c'est un peu le roi qui va mourir et qui va renaître de ses cendres, etc. Voilà, pour retrouver sa femme. Et donc c'est vraiment sa renaissance, son retour des enfers pour le renouveau, la fertilité. Donc c'était très lié à ça. Dans une région où les saisons sont peut-être moins marquées, ils avaient quand même peut-être besoin de marquer ce temps-là. Par cette symbolique du roi sacrifié, etc. Et qu'on va retrouver très souvent, le sacrifice du roi pour la Renaissance, et qu'on va retrouver bien entendu dans la symbolique chrétienne de Pâques. Donc on avait aussi, chez les Celtes, visiblement, il y avait encore une fois une fête qui s'appelle Alban Eilir, et qui aurait été consacrée à l'équinoxe pour les semailles et les labours, le début du travail vraiment agricole. Donc c'est de cette fête que serait inspirée Ostara actuelle dans le néo-druidisme, dans le néopaganisme. Mais là encore, on n'a pas de source ultra fiable. Par exemple, ça aurait été la fête de cette fameuse déesse Éostre, mais on a une seule source qui est celle d'un moine anglais qui s'appelle Bède le Vénérable, qui est un moine du 8e siècle. Donc là encore, on est au début du Moyen-Âge, donc c'est tardif. Et il n'y a que lui qui mentionne cette déesse Éostre comme déesse de l'aube des anciens Celtes ou des Germano-Celtes d'avant. Voilà. Donc c'est pas très signifiant. En tout cas, on n'a pas les traditions qui pouvaient y être attachées. Alors on suppose que lié à l'agriculture, donc est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose autour des bœufs, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose autour du fait de semer, voilà, est-ce qu'on se donnait des graines, est-ce qu'on consacre les graines aussi avant de les mettre en terre. Ça, c'est des choses qui sont assez communes. Ce qui ressort dans les rituels que moi j'ai trouvé. Et ça, c'est possible que ça soit vraiment lié à cette période, mais on n'a vraiment pas de certitude. Ensuite, chez les Romains, on va trouver, et les Grecs, dans l'Antiquité, là, on va retrouver des célébrations de nouveau de l'équinoxe qui sont liées à pas mal de dieux et de déesses. Et donc, principalement, Cybèle Magna Mater, la grande déesse mère, la grande déesse agraire, qui deviendra aussi Déméter. On en parlera certainement après. Moi, c'est un mythe que j'aime beaucoup, celui de Déméter et Perséphone. On en parle après. Voilà. Et donc là, ce sont ce que Aristote et les autres poètes, et notamment Homère, appellent des rites à mystère, des cultes à mystère. Les cultes de Déméter ou de Cybèle ou de la Magna Mater, ce sont des cultes mystérieux, donc on n'en sait rien, ou presque, et tout ce qu'on sait, c'est que a priori c'était vraiment célébré que par des femmes. Donc on sait là aussi que dans la société antique, qu'elle soit grecque ou qu'elle soit romaine, la femme est circonscrite chez elle, elle n'a pas beaucoup de droits, elle n'a pas de pouvoir, elle est privée de son droit de vote, on l'a vu la dernière fois. De ça, ouais. Voilà. Donc visiblement, ces cultes à mystère liés à Cybèle, Magna Mater ou Déméter ou Gaïa, ils étaient réservés aux femmes. Et aux femmes déjà mariées, épouses, etc. Donc qui devaient célébrer ce culte de la fertilité, de la Renaissance, certainement avec des cultes féminins liés à ça. Mais comme ce sont des cultes à mystère, c'est le mystère. Voilà, c'est bien, c'est bien le but. Et donc j'ai aussi trouvé le culte d'un dieu originaire de Phrygie qui s'appelle Attis,
Donc la Phrygie, c'est le nord actuel de la Turquie. Et donc lui, lié aussi à Cybèle, il aurait été en fait son époux ou son compagnon. Hein. Et donc lui, carrément, ça va rejoindre le culte après de Mithra, hein, le dernier dieu solaire qui sera vénéré dans l'Empire romain. Donc Attis, il est berger de base. Il est né d'une vierge qui s'appelle Nana, donc ça rappelle quelqu'un. Et il meurt prématurément, bon c'est pas bien comme ça, et il était vraiment honoré aux alentours de l'équinoxe, donc entre la semaine du 15 jusqu'au 27 mars, son culte et son moment-là, et notamment le 24 mars qui était appelé le jour du sang. Et c'était vraiment là pour le coup, on le sait, des célébrations qui étaient très violentes, qui étaient associées à de la fustigation, donc le fait de se fouetter avec des lacets de cuir. Voilà, d'être violent envers soi-même, de faire du sacrifice de soi-même. On sait que c'était aussi des orgies très importantes qui avaient lieu au moment du culte de Attis, et en tout cas de la renaissance d'Attis. Et donc on sait qu'avec Mithra, ça va donner les futures bases du culte chrétien de la mort de Jésus qui se fête à Pâques, donc en fait à Ostara au moment de l'équinoxe. Ils ont repris cette date. Alors on a l'habitude maintenant, en 325 au concile de Nicée, on a fait tous nos petits papiers et donc on sait que c'est à ce moment-là qu'on a fixé la date de la naissance de Jésus. Ça on l'a vu à Yule, mais également surtout de sa mort et de sa résurrection qui est le moment le plus important hein, dans la chrétienté. Dans la vie de Jésus, c'est ça qui compte. C'est pas comment il est né tout ça. Oui, mais en fait, il devient Dieu à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il va vraiment prendre sa puissance de Dieu. Et il y a vraiment ce côté relié au sacrifice, ce côté crucifixion, ce côté sanglant. Hein, voilà, il est fouetté, etc. Il est torturé, il monte au Golgotha en martyr avec sa croix. Enfin voilà, c'est très dur. Hein. Et on passe vraiment de quand même cette idée de printemps, de renouveau, de fête de la fertilité. Moi j'étais dans mon bleu clair, mon rose clair et les petits lapins là. Un culte totalement mystique, même très violent, très noir, avec la fête du sacrifice et puis la fête de la peur aussi. Ça fait quand même peur. Enfin, cet homme cloué comme ça sur une croix, c'est hyper violent. Je me suis toujours demandé pourquoi on avait choisi ce moment-là pour fêter Jésus. Enfin, je sais pas, moi ça m'a toujours... alors dans la foi protestante, on met pas le crucifié, mais moi ça m'a toujours impressionné de me dire mais pourquoi on a choisi cette figure de martyr absolu qui est très dure en fait, qui est très pesante, alors certes derrière... d'un point de vue de marketing, elle est super culpabilisante et puis du coup elle sert. Maintenant dans la période de l'année, oui, s'il y a cette base de culte qui était déjà en place, puis elle est cohérente, c'est quand même comme ça que c'est construit cette culture chrétienne. Par contre, le lien avec Mithra, je le fais pas. Mithra, c'était la même chose qu'Attis en fait, hein, donc il était pareil, son culte était vraiment célébré à ce moment-là. Et pareil, c'est un dieu qui meurt et qui revient, voilà, c'est un peu... Parce que lui, c'est le dieu des combattants, qui est célébré dans les caves, qui est avec la symbolique du taureau. Mithra, non, je pense que tu confonds avec Baal, peut-être. Non, Mithra. Mithra, c'est le feu, c'est la fécondité, c'est le soleil, il est comparable à Apollon, mais il vient le mithraïsme, c'est vraiment presque un premier monothéisme du feu. Alors, c'est l'instant... Pour moi, Mithra, c'était vraiment la confrérie secrète dans le sous-sol, avec le fait de sacrifier un bœuf pour donner du courage, tu vois. Mithra, tadadadana. Ok, j'ai rien du tout. Donc achetez très cher un livre qui s'appelle Dieu, déesse et démons et trouvez pas vos enfants en podcast. Pas Mithra dedans. Mais il est là. Oui, il est là, mais il y a je sais pas si vous voyez. Oui, si vous nous entendez, vous avez que le bruit du bouquin désagréable. Mais sinon, il y a 7 lignes sur Mithra qui est pour moi vraiment une figure centrale des combattants à Rome. Mais j'irai chercher et puis je mettrai un petit commentaire du coup dans les commentaires du podcast parce que je suis assez sur mon histoire. Donc j'irai regarder ça, je comprenais pas bien. En tout cas, vraiment, Mithra, c'est pour moi un dieu du feu. Les prêtres de Mithra entretiennent le feu et il y a vraiment cette correspondance où il meurt et il revient à la vie et en fait mais du coup ça fait méga sens, c'est pour ça que je comprenais pas. Ça tous un peu aussi, voilà, c'est vraiment Apollon, c'est l'équivalent d'Apollon pour plus les religions orientales à l'époque en tout cas, et c'est vrai que du coup voilà, on est tombé dans Pâques, donc on fête la mort d'un dieu une fois de plus et puis sa renaissance, quoi, son retour parmi les hommes ou alors au paradis. Voilà.
Et en lien avec Apollon, j'ai lu qu'il y avait une nymphe qui s'appelle la nymphe Cliti. Je sais pas si tu as entendu parler de cette Je connais nymphe. pas ça. Ben, c'est une nymphe qui regardait passer Apollon. Et en fait, elle faisait que le regarder passer. Elle était au bord d'une rivière et elle le regardait de gauche à droite, de gauche à droite. Et en fait, elle s'est transformée en tournesol. Alors, j'ai pas immensément creusé, je l'ai croisé ce matin dans ma petite recherche. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Elle attend et la symbolique du renouveau, elle se crée, enfin, elle devient une plante. Je trouve ça en même temps mignon et en même temps immensément triste. Mais voilà. C'est souvent comme ça avec Apollon. Je sais pas si on en parlera une fois, mais bon, il y a des mythes reliés à Apollon que moi je trouve, en tant que féministe, qui sont extrêmement difficiles parce que l'histoire de Daphné, par exemple, qui se transforme en laurier, que son père transforme en laurier pour qu'elle échappe au viol par Apollon. C'est il y a toujours cette doux, hein. et donc Okay. il en fera sa plante fétiche, c'est devenu le laurier, la plante des vainqueurs, la plante de ceux qui réussissent leurs examens, c'est Okay. une plante très puissante, mais il y a vraiment cette symbolique derrière où c'est une femme une nymphe d'ailleurs des eaux, pareil, qui essayait de lui échapper parce qu'il voulait se la faire et qu'elle ne voulait pas, quoi. Ah bah tiens, on pourrait C'est faire un le seul- épisode dédié au plus grand connard. Ah, mais moi je trouve qu'un épisode sur les mythes fondateurs comme ça qui contiennent tellement de violence envers les femmes, ça serait vraiment intéressant. Ok, bon, c'est noté. Et Je d'ailleurs, crois que j'en je- profite, je le montre parce que je me le suis acheté. Oui. Donc voilà, vous avez Mythe, miroir de nos sociétés. Il est très bien. Et si vous voulez un joli livre avec tous les mythes un petit peu comme ça, Super beau. De Avec Laetitia Abad Estieux et les illustrations de Lucie Luxor. Elles sont très très jolies. Ouais, Voilà, super donc beau. si vous voulez vraiment d'Arachné, elle est si belle. Si vous voulez vraiment un mythe, un résumé des mythes les plus sexistes et de leur interprétation. Enjoy. Voilà. Et effectivement, ça mériterait un épisode sur cette question-là parce qu'il y en a un certain nombre. Ok. Donc je ne connaissais pas la pauvre Kitty. Cliti, Donc voilà, transformée en tournesol Voilà, pour avoir voulu regarder ce cher dieu Apollon. C'est sympa. c'est sympa. D'autres éléments d'anciennes traditions ou de... Là vraiment, je pense qu'on va plutôt passer sur les symboles parce que Ouais. forcément, oui, là j'ai un peu fait le tour. J'ai pas d'explication autre, comme je disais, comme c'est vraiment un sabbat récent, ou en tout cas une résurgence. C'est un peu comme on avait finalement avec Imbolc et Yule, mais Imbolc est encore très fêté, donc on trouve quand même encore pas mal de correspondances. Ostara, ça a vraiment été remis au goût du jour par le néopaganisme et le néodrudisme, et quoi qu'on pense de la Wicca, ils ont sûrement trouvé des origines, mais en tout cas, les sources, c'est tout ce qu'on a. Ouais. Voilà. Bon, Gardner, pour être un petit peu intéressé au personnage, qui est donc le fondateur de la Wicca dans les années 1960, sauf erreur de ma part, Ouais. il y a peu de sources sur... lui, c'était... Si je dis pas de conneries, ça lui est un peu arrivé comme ça, quoi. Il n'a pas immensément partagé comment est-ce qu'il a construit. Mais c'est-à-dire, s'il y a des week-ends qui nous écoutent et qu'elles auraient envie une fois de faire un épisode dédié à la Wicca, ça pourrait être vachement intéressant parce qu'on cite souvent ce courant spirituel. On n'est pas forcément nous deux des expertes. Non, moi, dans clairement pas. Voilà. Je sais, exactement la même chose que toi de Gerald Gardner. Je sais qu'il est revenu assez tardivement vivre en Angleterre ou en Irlande, en tout cas au Royaume-Uni, et il a créé ce mouvement après, dit-il, avoir découvert des sorcières qui vivaient selon les anciennes traditions, toujours en Angleterre et en Irlande, et qui lui auraient transmis pour qu'il ouvre au monde un petit peu ces anciennes traditions qui étaient restées depuis toujours, mais en dehors de ça, il y a zéro source. Donc, ouais, c'est ça. Et surtout, il me semble qu'il a fait la fondation de la Wicca, il me semble que c'est fait avec une femme dont j'ai mangé le nom. Pour moi, il a un peu pris la place, il a invisibilisé l'autre personne, qui était une femme, Margaret quelque chose. Je sais plus, mais je sais qu'il y a une Wicca hellénique, helléniste, quelque chose comme ça, et du coup c'est une Wicca qui est vraiment orientée féminin et pas forcément dualité. Moi je ne connais pas bien, mais j'ai eu cette impression, quand le peu que j'ai fait comme recherche, qu'il y avait eu un peu ce Gardner qui était venu sur le devant de la scène, et du coup il avait un peu éclipsé la femme qui est peut-être derrière. Donc ça c'est un week-end, si tu nous écoutes ou tu nous regardes, vous avez des précisions. mets un petit mot, et puis comme ça on peut faire un épisode là-dessus. Après il y a des influences, il y a Starhawk qui est vraiment dans ce retour de la grande déesse qui s'associe un petit peu au courant Wicca peu ou prou. Et puis une autrice mais qui n'est pas traduite, donc moi je parle pas assez bien anglais pour l'avoir lu, c'est Susanna Budapest. Oui. Et qui elle a beaucoup écrit et qui est très active sur les réseaux aussi, qui a un compte qui est assez génial, c'est une grand-maman et
Enfin, Ouais, voilà, moi, je la trouve super. assez géniale. J'aime bien suivre son compte, même si je ne piche que dalle. Voilà. Donc, dans les symboles sur Ostara, les symboles qu'on connaît aujourd'hui, bah, c'est le lapin de Pâques, l'orgie de chocolat, les œufs, les couleurs pastel et les fleurs. Alors bon, les fleurs, je crois qu'on n'a pas forcément besoin d'explications, Non, la les nature se fleurs, réveille, les etc. Les œufs, les lapins, tu nous aides? Alors l'œuf, c'est assez simple. C'est Non, l'œuf, c'est vraiment vrai. l'œuf, Ça va. c'est un symbole de renaissance par excellence. L'œuf, il contient en lui-même tout de la vie. Hein. Un œuf, c'est vraiment, il y a dedans la graine de la future vie d'un poussin, d'un oiseau, ou même parfois d'un insecte, et encore, si je pousse encore plus loin, d'un ornithorynque, ce merveilleux animal qui est à la fois ovipare et en même temps un mammifère. Donc, c'est quand même... Dieu a beaucoup le sens de l'humour. Avec l'ornithorynque, oui, effectivement. La déesse a beaucoup le sens de l'humour. Donc vraiment, l'œuf, c'est ça. Ça va être cette symbolique de la naissance primordiale contenue dans un seul et même contenant, quoi. Parce que dans l'œuf, il y a tout. Il y a l'extérieur et puis il y a l'intérieur. La vie, elle est protégée, elle est vraiment gardée dans ce petit cocon de coquilles qui est fabriqué par la maman, poule ou oiseau. Et donc vraiment, c'est l'oisillon qui va casser avec son bec. Alors souvent ils ont en plus ils ont une petite excroissance sur le bec à la naissance qui disparaît après, qui est un petit diamant pour casser la coquille. Je trouve ça formidable, c'est quand même incroyable. Donc il y a vraiment l'existant et en même temps tout le futur dans un œuf. Donc cette symbolique du renouveau. Donc l'œuf est très 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 présent dans beaucoup de traditions. On fait des offrandes à Déméter avec des œufs, on fait des offrandes à Cybèle avec des compositions à base d'œufs, on peint les œufs, donc j'ai ramené, je le montre parce que je sais qu'elle va nous écouter. Mia, tu vas reconnaître ton œuf, le pain que tu m'as offert. Donc ça, c'est une tradition, il est magnifique, il vient de Roumanie, donc voilà, ça se fait encore beaucoup dans certaines traditions de peindre les œufs de manière, pour le coup, extrêmement artistique. Moi, je suis incapable de faire ça une fois de plus, comme les nœuds. Mais je suis capable de peindre un œuf, à peu près, ça devrait le faire. Donc ça, si c'est un petit rituel, et je pense aux sorcières qui nous écoutent, qui ont des enfants, peindre des œufs avec des enfants, bah, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Et donc... Et je partagerai sur trois ça, parce que du coup, j'ai trouvé Ouais. une manière de peindre des œufs. Enfin, vous savez que je suis maman d'un mini sorcier qui a 6 ans. Et donc, je regarde comment faire des activités qui font sens et puis qui sont bien en écolo. Et il y a plein de manières de peindre les œufs. Et on peut aussi faire des espèces de décalques avec des fleurs, avec des plantes. C'est super joli. Donc, je ferai mes petits tests. Et puis, je vous referai, parce que je crois que Lucie m'avait dit que les sorcières avaient demandé qu'on refasse des tutos de bricolage. Et du coup, j'essaierai de vous en faire un avec les œufs et des recettes. Je sais que tu peux faire aussi, si vous ne voulez pas gâcher un vrai œuf, parce qu'effectivement, il faut percer la coquille, il faut souffler pour le vider. Et ensuite, il faut le laisser sécher quand c'est un œuf frais. Si vous ne voulez pas gâcher un œuf, ce que je peux tout à fait comprendre, je crois qu'on fait des œufs en papier mâché, que vous pouvez peindre ensuite. Enfin voilà, il y a 1001 façons. Moi, je garde toujours de toute façon mes coquilles d'œufs. Donc, dans mes rituels d'Ostara, j'intègre des coquilles d'œufs dans ce que je vais faire sur mon autel, où je mets mon œuf peint offert, voilà, moi, je les mange. que je réutilise. Tu peux les manger. Et du coup, je fais les œufs durs et puis je fais un tour. Oui, tout à fait. Et maintenant, ils sont en chocolat, donc vous pouvez aussi vous faire plaisir à manger des œufs en chocolat si ça vous fait plaisir. Mais la symbolique, elle est vraiment là de cette petite coquille qui contient vraiment toute la naissance, le potentiel de la vie, parce qu'il peut être fécond comme il peut ne pas être fécond. Ça, c'est la dualité aussi qui fait ça. C'est que... Et c'est pareil dans tout, pour les projets, etc. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher, c'est comme ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, on est dans le potentiel, dans le renouveau, dans la renaissance. Donc l'œuf, c'est vraiment le principal symbole qui existe, à mon sens, depuis toujours, quoi. Je pense que ça, c'est... Et en magie, on sait que l'œuf, c'est très utilisé aussi pour pas mal de rituels. Et c'est intéressant que tu parles des projets, parce que dans la gestion de projet et dans le coaching et dans l'accompagnement des personnes dans le développement personnel, cette période de printemps, elle est très associée justement à cette naissance et au fait de tirer les apprentissages qu'on peut avoir de l'hiver, de Yule, de cette période plus introspective. Et là, on s'ouvre vers l'extérieur et vraiment, on fait les premiers pas vers le passage à l'action. Aussi avec ce symbole du petit enfant ou du nouveau-né. Il y a beaucoup de bébés animaux qui sont utilisés en symbolique à cette période de l'année. Et c'est intéressant de se dire qu'on peut aussi se voir comme une débutante ou comme une petite ou comme une enfant dans nos projets pour oser faire le pas
de se lancer. De se lancer, Ouais. ouais, très bien. Et ça tombe bien que tu parles des animaux parce que le bélier, c'est un des symboles aussi d'Ostara. Alors, on va parler du lièvre après. Mais vraiment, le bélier, donc, je ne sais plus si on l'a dit, mais on recommence l'année zodiacale maintenant, là, Oui. début mars, et c'est le premier signe du zodiaque, c'est le bélier. Mais c'était d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'animal consacré de Mitra et de Attis. Alors, peut-être pas Mitra, du coup, s'il y avait le taureau. Mais en tout cas, pour Attis et pour Cybèle, c'est à peu près certain que c'était le bélier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la religion chrétienne ? Eh bien, l'agneau. Ouais. L'agneau pascal, Ouais. l'agneau qui est sacrifié à Pâques, qui représente le Fils de Dieu, etc., dans sa pureté, en fait. Et bien, en fait, il vient de là, il vient de ce symbole du Qui bélier. représente le Fils de Dieu dans sa pureté. Ah oui, et on quand tu boulette. sacrifies l'agneau, oui, bah oui. Ah ouais. Mais alors, la communion, c'est un sacrifice cannibale, hein. On mange le corps de Jésus, hein. Donc, C'est vrai. oui. Ouais. Donc ça se rejoint en fait, hein, quand on recherche vraiment les symboles forts de base. Oui, le sacrifice de l'agneau, le sacrifice du pur, le sacrifice de l'innocence qu'on va manger ensuite pour renaître, hein, avec l'innocence à l'intérieur de soi, c'est vraiment, c'est relié, oui, c'est le symbole de Jésus, Mhm. Pascal. Et c'est nous qui passons pour des tarés après. Agneau de Dieu. Voilà. Donc les œufs, le bélier, et puis le petit lapin. Et les lapins. Ah, notre petit Attends, lapin. moi j'ai trouvé un truc génial, que je faisais des recherches ce matin, Vas-y. mais aussi je vais juste regarder quand même les lapins. Et j'ai trouvé un truc qui a l'air con comme pas possible, c'était marqué. Le lapin est célébré à Pâques parce que avant ça, il vit la nuit, et à partir de Pâques, il vit le jour. Voilà. Et maintenant que je vous ai partagé mes sources qui sont vraiment pas bonnes, je laisse Anaïs Alors, expliquer la symbolique du livre. j'ai pas la tête au fait que le lapin soit un animal qui est Qui diurne passe et de qui devient nocturne à diurne. nocturne ou Ouais. l'inverse, voilà, ça m'a échappé. Mais en tout cas, déjà de base, on sait que c'était pas vraiment un lapin, mais plutôt un lièvre, hein. Donc Ok. le lièvre est vraiment, alors pour le coup, un symbole de fécondité absolue. C'est très simple. Oui. Pourquoi ? Eh ben, on dit faire l'amour comme des lapins, ce n'est pas un hasard. Les lièvres et les lapins ont une fécondité extrêmement abondante et c'est dû à une particularité, c'est que les levresses et les lapines ont 2 utérus, donc elles peuvent avoir des portées très 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 rapidement et enchaîner. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de purement naturel. Donc les anciens avaient dû repérer que le lapin, le lièvre, ils avaient des lapros et des levreaux toutes les 5 minutes, donc ils se sont dit waouh, cet animal c'est juste fou. Et donc Aristote déjà nous dit que les lièvres s'accouplent et donnent naissance en toute saison, et les femelles sont sujettes à une nouvelle conception dès lors qu'elles sont en état de gestation. Elles peuvent donner naissance une fois par mois. Donc vraiment, ils avaient déjà repéré que le lièvre et le lapin, ils avaient une fécondité qui était au-delà du réel pour eux. Donc, cette prolixité légendaire en fait un animal très symbolique. Donc que Oui, de la Gardner, fertilité, voilà, du de la renouveau, fertilité, du ça renouveau, fait sens. c'est le moment. Si vous voulez faire des enfants, si vous avez envie, c'est maintenant qu'il faut les faire parce qu'on est au summum du renouveau, au summum de la fécondité et toutes les célébrations. Alors d'après Gardner, le lapin ou le lièvre était l'animal consacré des ostres, mais ça, sous toute caution parce que je n'ai pas de source spécifique. Par contre, dans l'Antiquité, notamment sur des vases ou sur des sculptures, des bas-reliefs, on va très très souvent retrouver le lièvre. Et c'est là que j'ai une petite anecdote sympa, comme toujours. C'est que quand j'étais petite, donc j'habitais dans le sud de la France, on allait très souvent visiter un ouvrage magnifique qui est le Pont du Gard. Si vous êtes en vacances dans le coin, je vous le conseille. Alors aujourd'hui, le site est très restreint par rapport à ce que moi j'ai connu enfant, Ok. c'est normal. C'est un grand parking aujourd'hui. C'est à peu près ça. Ouais. Et effectivement, vous pouvez visiter. On ne peut plus monter dans les galeries qui sont tout en haut, alors que moi je l'ai fait dans l'aqueduc. En Ah fait, ouais moi j'ai traversé Wow. l'aqueduc à pied Ok. sous les galeries. Quand j'étais ado, je suis même montée sur les dalles, ce qu'il ne faut pas faire, c'est très très haut. Et donc c'est un immense aqueduc qui passe sur le Gardon. Et on vous montrera toujours un petit bas-relief assez usé qui est le lièvre du Pont du Gard. Ah ouais? Et donc ce lièvre, il est très connu. Et bien entendu, ce lièvre n'est pas du tout un lièvre. Ce lièvre est un phallus dessiné par les constructeurs du Pont du Gard. Et c'est vrai que le lièvre et le phallus, ça ressemble dans le dessin. Et très souvent, dans les bas-reliefs romains antiques, vous allez retrouver cette association phallus et lièvre, donc fertilité Ok. et puissance plutôt masculine pour le coup, avec le lièvre. Voilà. Voilà la petite affaire. Donc voilà, vous penserez à ça quand vous mangerez votre lapin au chocolat. Et voilà, Vous c'est penserez ça. à Anaïs et moi. Voilà, pour le lièvre. En tout cas, oui, ça a toujours été relié. Alors, je n'ai pas trouvé comment ça se fait que maintenant on dit qu'il amène les œufs.
Mais j'ai pas... Ah ouais, c'est vrai, parce que c'est le lapin de Pâques qui cache les œufs. Ouais, bon bah... Ça, j'ai pas... Sorcière qui nous écoute, si t'es au fait de cette tradition-là. Ouais, j'ai pas de source. Apparemment, elle serait plutôt germanique, Ok. plutôt récente, cette idée-là. Après, il y a les cloches qui reviennent de Rome, qui ramènent les œufs, donc ça, c'est très chrétien. Hein. Voilà, on fait sonner les cloches, etc. Mais le lapin avec les œufs, j'ai pas le lien. Ok, bon bah... Suite pour Ostara 2024. Dans les idées de rituels encore, ou de symboliques d'artefacts avec les coquilles d'œufs, moi j'avais trouvé un truc assez mignon, c'est de prendre des demi-coquilles d'œufs, de mettre un peu de terre et une petite graine, et puis de décorer l'œuf et d'en faire en fait un petit pot. Ah, c'est Et génial, j'ai vu des dessins de Nana immensément doués. C'est vraiment super mignon. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ramener des fleurs sur votre autel. Oui, ça oui. C'est peut-être le moment de l'année où ça fait sens de couper des fleurs et de les mettre pour célébrer cette période de l'année de printemps, de fertilité. Là, toutes les jonquilles sont en train de sortir. On voit vraiment, aujourd'hui il fait très beau, donc les véroniques aussi ont poussé sur Les les primes petits verts. les primes verts. Donc oui, c'est le C'est moment tout de mignon. mettre des fleurs sur son autel, même séchées si vous en avez. Voilà. Oui. Ça peut aussi, tout à fait, si vous voulez couper des fleurs fraîches, ça peut le faire sans problème. C'est clair. C'est aussi le bon moment pour peindre des petits galets. Mm. On peut le peindre en mettant ses intentions et les mettre sur son autel. Et pour le coup, on ne coupe pas des fleurs, on peut peindre des fleurs. Enfin, c'est assez joli. Et on parlait tout à l'heure de bénédiction des graines. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans pas mal de courants et de bouquins de rituels. Bénir, consacrer ses graines dans un rituel. Et puis moi, ce que j'avais envie de vous proposer, sorcières qui nous écoutez, c'était c'est mon côté un peu organisatrice, mais à la pleine lune du 7 mars, Pâques, vous faites votre eau de lune. Et puis, le jour de Stara, à la nouvelle lune, vous l'utilisez pour faire vos plantations dans vos petits coquilles d'œufs, etc. C'est assez cool aussi de vraiment se connecter au rythme des lunes et des sabbats, de manière un peu plus globale. Non, mais totalement, et je trouve que c'est vraiment la vertu de remettre sur le devant de la scène ces sabbats, c'est cette reconnexion, ce rythme qui est en fait aussi ancré peut-être plus en nous en tant que femmes. Nous, on sait que voilà, la période la plus sombre, elle existe, elle est là pour une raison. On a nos règles aussi, donc voilà, on sait à quel moment on va se retrouver dans ce cycle où on est, comme on l'a déjà dit, dans le repli, dans la lune décroissante, et ensuite dans la croissance. Et je trouve que c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment important de retrouver cette reconnexion. Si vraiment vous ne savez pas comment faire, sortez simplement vous promener, regardez la nature, regardez les bourgeons. Si vous êtes en ville, les petites coquilles d'œufs, moi je trouve ça super bien pour faire vos petites plantations. Puis comme ça, à l'été, vous aurez la satisfaction d'avoir une petite plante, ce que vous voudrez planter. Enfin, c'est vraiment, je trouve que fondamentalement connecter les cycles naturels et l'idée d'être femme, de s'incarner dans sa féminité, je trouve ça vraiment hyper important, et c'est aussi pour ça que je participe à ce podcast, et merci encore, parce que ça m'aide aussi à me reconnecter à ça. Oui. Et puis c'est toujours avec cette idée de l'intention et puis de la magie qu'on a finalement tout en nous. Il n'y a pas de recette secrète. Tout est magie si vous estimez que ça l'est. Par exemple, c'est la bonne période aussi pour faire des rituels, pour s'énergiser, pour s'insuffler de la passion. On peut utiliser des huiles essentielles, on peut faire des petits sachets dans lesquels on met des plantes et dans lesquels on met nos intentions. La symbolique, elle est intéressante. Il y a d'ailleurs, je vous en reparle après, mais il y a le grand livre des correspondances, il y en a plein d'autres. En fait, le symbole, il a de la puissance pour autant que vous y associez quelque chose. Donc j'ai envie de dire, faites ce que vous voulez. Et puis si vraiment vous avez envie d'échanger et faire des rituels qui sont un peu utilisés par d'autres, vous avez envie plutôt de vous baser sur les conseils des autres, rejoignez-nous sur Discord. On a créé le Discord de 3 cercles, il y a un salon dédié à la spiritualité. Moi j'allais insuffler quelques idées là pour Ostara, et puis c'est vraiment très volontiers qu'on en parle tout ensemble. C'est le but aussi d'échanger. C'est ça. N'hésitez pas en commentaire ou rejoindre le Discord si vous avez des idées, ou au contraire vous en avez pas et vous souhaitez gagner celles des autres. Regardez ce que font les autres, il n'y a aucun problème, justement, au contraire. Et puis dans les rituels aussi, ce que je trouve assez génial dans cette période, c'est de prendre soin de chez soi. Ouvrir les fenêtres, nettoyer les vitres, laver les rideaux,
faire un petit nettoyage de printemps, ouais. Faire un petit spray purificateur, mais aussi ranger chez soi. Parfois, on a vécu l'hiver, on a un peu amassé les trucs parce que on avait besoin d'être replié sur soi. Exactement. Et puis là, on peut se réouvrir vers l'extérieur. C'est aussi la période où on va plus sortir, donc être moins dans notre appartement. Et ça fait du bien d'avoir ce grand frais, de retrier ses fringues, de garder que les fringues qui vont. Alors ça, d'un point de vue du moral, on peut peut-être foutre à la seconde main le jean qu'on attend de remettre depuis 4 ans. Enfin, ça vaut la peine aussi de repartir dans ce printemps avec vraiment des bonnes vibes. Des bonnes bases. Et puis oui, mais je pense que c'était d'ailleurs un peu le nettoyage de printemps, il vient certainement pas de n'importe où. Et il y a certainement cette vibe de dire, on fait table rase un peu du passé, ou en tout cas on enlève les scories, on a identifié avant Ayoul et Aimbol tout ce qu'on veut plus. On a nettoyé et là on peut vraiment ouvrir les portes et laisser partir quoi. Vraiment laisser partir, mais aussi bien, on l'a déjà dit, mais un projet que finalement n'aboutit pas, c'est pas grave. Une relation qui est peut-être toxique avec soi-même ou avec les autres d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment aussi ce symbole de on repart sur des bonnes bases. Et là où précédemment par exemple Inbolk, je trouvais que c'était un sabbat qui était très intérieur, très relié à l'intérieur. Là pour le coup Ostara, comme tu dis, voilà, ça y est, on peut commencer à sortir, on peut commencer à manger dehors, donc pourquoi pas un pique-nique. Voilà, faites un pique-nique, ça fait un rituel à l'extérieur, c'est très sympa. Et je pense que c'est peut-être le début de ça, c'est le début de la belle saison, il faut en profiter. Voilà, ça revient qu'une fois par année. D'un point de vue de la symbolique et des correspondances, avant de passer plus en détail sur les déesses, j'aime bien vous lire une petite correspondance. Alors c'est une seule source, mais franchement je l'aime bien. Puis je l'ai pas mal réconcilié avec d'autres sources, donc je m'y arrête volontiers. Donc on a parlé du signe zodiacal du bélier, excusez-moi. Dans le système solaire, c'est le soleil qui est associé à cette période, l'aube pour le moment de la journée. Dans les couleurs, on est sur le bleu clair, le vert, le rose, le jaune. Les arbres, il y a l'érable, et effectivement en lien avec le fait que la sève revient dans les arbres et que c'est la période pour récolter la sève et le sirop d'érable. Sirop d'érable et miel qui sont d'ailleurs vraiment très présents dans les recettes d'Ostara. Donc là aussi, si vous voulez, si vous êtes plutôt des kitchen witch, intégrer ces éléments culinaires qui sont récoltés ou recueillis dans cette période de l'année, même si je ne crois pas que ce soit la période pour le miel. Dans les plantes, il y a le chèvrefeuille, la jonquille, le lys, la rose, la violette. Les pierres, l'aigle marine, la pierre de lune et le quartz rose. Les déesses, excusez-moi, je vous en parle après. Les animaux, le lièvre et le mouton, le bélier, t'en as parlé. Le serpent en reptile, donc tiens, tu vois, tu disais par rapport au temple. Oui, au temple de Kukulkan, oui, tout à fait. Kukulkan, voilà. Et puis dans les intentions, l'agriculture, l'amour, la beauté, la croissance, l'équilibre, la fertilité, la lumière, la renaissance, le renouveau et la vie, de manière générale avec un grand V. Si on part sur les déesses, il y en a plein. Il y a Aphrodite qui est donc la déesse de l'amour. De l'amour, de la fertilité, de la beauté. Voilà, c'est vraiment... Aphrodite, c'est la déesse... Tout le monde, quand tu penses à une déesse, tu penses à Aphrodite. Ouais, c'est vrai, elle est très... c'est la déesse... Elle est charnelle, simple déesse... de base. De base, c'est vrai. Qui est Vénus chez les Romains. Exactement. Ouais. Bon. Excusez-moi, je bois en même temps. Il y a aussi Athéna. Donc Athéna, c'est une déesse de la sagesse. Ouais, c'est juste. De la sagesse et de la guerre aussi. Ouais, et de la guerre, là les deux, ouais. Et puis après, il y a une figure divine, on t'a parlé de Gaïa tout à l'heure, Héra, c'est la femme de Zeus, donc c'est la déesse mère. Donc on se retrouve vraiment sur ce côté déesse primitive qui donne la vie. Pour les Grecs, du coup. Ouais. Et puis il y a Perséphone. Alors Perséphone, c'est une déesse assez géniale, d'une puissance assez rare et en même temps d'une tristesse là aussi assez rare. Ouais. Donc Perséphone, c'est la fille de Déméter, qui est donc une... C'est la déesse de l'agriculture et des récoltes, on peut dire, de la nature en général chez les Grecs. Comment elle s'appelle Brigide chez les... Non, pas Brigide. Non, chez les Romains, c'est... Estia ? Non, Estia, c'est l'équivalent de... Ah oui, je viens de la cité. De la femme de Zeus, donc de Héra. Donc, chez les Romains, je ne vais pas le trouver. Je n'ai pas trouvé. Et moi, je la cherche dans la mythologie viking aussi, parce qu'elle a une équivalence. On s'est perdu, voilà, on revient. C'est pas si belle. Non.
Mais donc Perséphone, elle, avec la complicité de son père Zeus, qui est un fiefé trou du cul quand même, il faut le dire, elle se fait kidnapper par Hadès et elle part dans les enfers. Et en fait, sa mère la recherche partout. Elle Sur la remue terre, ouais. vraiment ciel et terre et elle est extrêmement powerful, Déméter. Donc elle fout une merde sans nom sur la terre, elle retourne les récoltes, enfin, Surtout, elle ravage la terre. Elle est extrêmement triste, donc elle décide pour... et c'est ça que je trouve très fort dans ce mythe, en dehors de la relation mère-fille entre Perséphone et sa mère, donc Déméter, c'est que Déméter n'accepte pas le jugement de Zeus, elle n'accepte pas, donc ça s'est fait dans son dos et dans le dos de sa fille, effectivement, donc comme tu as dit, Zeus s'arrange avec Hadès pour enlever Perséphone, hein. Il en est tombé amoureux en la voyant. Oui, c'est ça, on l'a pas dit. Elle est méga belle. Ouais, bien sûr. Voilà, il la connaît pas, il est tombé amoureux et il la regarde. Elle vit en Sicile avec sa mère et ses petites nymphes, et en fait, il le fait vraiment avec la complicité d'à peu près tout le monde, puisque Gaïa fait pousser une fleur exceptionnelle, un narcisse magnifique, donc Perséphone va être attirée par la fleur, elle va la cueillir, hein. Donc là il y a vraiment toute la symbolique de la virginité qu'on cueille, et la terre va s'ouvrir sous ses pieds, le char d'Hadès va sortir de terre, il va l'emmener, et Apollon qui est dans le ciel voit ça et dit ok, j'ai rien fait, nickel. Ça fonctionne. Et la seule à être un peu, on en a déjà parlé, à être un peu vénère et à aider, à expliquer à Déméter ce qui se passe, et ben c'est notre petite déesse des carrefours, Hécate, qui avec son flambeau va lui dire si moi je l'ai vu, c'est lui, tiens je te donne mon flambeau si tu vas aller chercher ta fille, c'est lui là, c'est le méchant. Donc, et du coup elle se met d'accord. Déméter, enfin Zeus concède que du coup Perséphone peut rester. Alors ça c'est après. Ça c'est après. C'est vraiment la fin du mythe. D'abord, Déméter, elle est, comme tu l'as dit, elle est hyper vénère, donc elle va retourner, c'est le cas de dire, ciel et terre, et ensuite elle va être tellement triste en voyant que il n'y a vraiment personne pour l'aider à retrouver sa fille, qu'elle va dire ah ouais, et ben si c'est comme ça, plus rien ne va pousser, les hommes vont crever de faim. Et elle se replie à Éleusis, qui est sa ville, où elle se cache sous l'apparence d'une vieille femme. Elle est recueillie, elle est acceptée par le roi et la reine qui l'accueillent, un peu par charité, donc elle va vivre avec eux, elle va s'occuper de leur fils, elle va même leur dire qu'elle peut rendre leur fils immortel, etc. Donc ils ne savent pas trop, est-ce que c'est juste une sorcière, est-ce que c'est une déesse, voilà. Enfin, elle est vraiment cachée pendant tout ce temps-là. Et au bout d'un moment, Zeus il dit ah ouais c'est la merde, là ils sont tous en train de crever, puis du coup ça veut dire que nous on n'aura plus de culte, parce que si les hommes meurent, on n'est pas bien. Donc il va avoir Déméter, il dit oui bon quand même machin, elle dit ah non, elle dit moi vous me rendez ma fille ou rien. Donc il dit ok, je vais te rendre ta fille. Il descend, il dit à Hadès bon bah ok, alors rends-lui sa gamine là parce que ça devient n'importe quoi. Donc elle a passé quand même un certain temps aux enfers, elle s'est habituée plus ou moins aux enfers aussi, et Hadès dit ok je la rends mais il faut pas qu'elle ait consommé quelque chose des enfers, de la nourriture infernale, parce que quand tu manges quelque chose des enfers, tu appartiens à l'enfer pour toujours. Donc Perséphone fait ses petits bagages, et avant de partir, il lui tend une coupe d'eau en lui disant ouais, t'as quand même jeûné et tout, je te donne de l'eau. Pour l'eau, ça craint rien. Je te donne pas à manger, je t'offre à boire. Et elle boit et elle se rend compte que dans l'eau, il y a 7 graines de grenade. Donc la grenade aussi est un symbole, un fruit symbolique très fort. Et elle avale les graines, elle sort des enfers, elle voit sa mère, elle se retrouve, etc. C'est une scène très émouvante qui est racontée par Homère. Et elle lui dit, malheureusement, j'ai mangé, donc je suis obligée de redescendre. Donc là, Déméter est en folie, Zeus il ne sait plus quoi faire, et il dit, bon ok, finalement, effectivement, 6 mois de l'année, elle sera aux enfers, donc la terre sera morte, entre guillemets, donc il y aura l'hiver. Et les 6 autres mois de l'année, elle revient vivre avec sa maman. Et là, Déméter est très contente. Donc, c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'automne, c'est l'abondance qui revient sur la terre. Voilà la symbolique. Du coup, elle remonte le 21 mars pour l'équinoxe de printemps. Et elle redescend aux enfers pour Mabon. Du coup, on aura l'occasion d'en reparler le 21 septembre. Exactement. On parle de l'hémisphère nord, évidemment. Donc, Perséphone, c'est une figure que moi j'aime beaucoup parce que dans ce mythe homérique, elle est vraiment présentée comme la victime. Et aujourd'hui, c'est une figure que se réapproprient totalement les féministes, un peu comme Hécate, en disant, non, en fait, finalement, peut-être elle a tout à fait choisi son destin, elle s'est fait enlever, bon voilà, mais il y a beaucoup de revisites du mythe de Perséphone et Déméter, alors pas forcément, plus moderne, avec un Hadès qui, voilà, alors Hadès c'est quand même son oncle de base,
Voilà, hein, inceste, enlèvement, viol, on en passe et des meilleurs. Mais vraiment, il y a vraiment cette revisite et cette réappropriation de cette figure et surtout de ce lien mère-fille. Ouais. Moi, je trouve super Il est intéressant. super beau. Parce que déjà, dans les grands mythes, on explore peu le lien mère-fille. On a mère-fils, on a Jésus et la Vierge, etc. On a vraiment ce lien entre mère et fils qui est fort, qui est exploité. Mais mère et fille, ou alors de père à fils aussi, hein, voilà. Mais Zeus avec tous ses gosses, tous ses dieux. Mais mère-fille, très rarement, on citait tout à l'heure Hestia, elle n'est pas très liée avec ses filles, hein. Franchement, c'est pas, voilà. Ouais. Zeus, il est lié parfois avec ses filles, mais c'est juste pour leur faire des gosses et les violer, donc voilà, ça n'a pas beaucoup non plus d'intérêt. Et c'est vraiment ce seul lien mère-fille entre Perséphone et sa mère qui est vraiment très fort. Et Déméter, elle se révolte contre le dieu des dieux, quoi. Elle dit, non, moi, tant que tu me rendras pas ma gamine, tout sera mort. Voilà, c'est tout. J'ai ce pouvoir-là, je vais l'utiliser. Je vais me rebeller contre le patriarcat et vraiment l'oppression masculine. Pour le coup, c'est vraiment ça. Pour le coup, ça fonctionne. Dans le mythe de Perséphone, ce que j'avais retrouvé aussi quand j'avais fait les recherches à l'époque où j'avais écrit un article sur elle, c'est qu'elle a justement cette grenade, et puis on pouvait faire le lien avec la pomme d'Ève. Exactement. Dans le jardin d'Ève. Et Lilith, du coup, par effet de rebond. Quoi. Oui, et la grenade, c'est vraiment ce symbole, comme effectivement la pomme, c'est un fruit très sexuel qui représente vraiment cette virginité, cette force féminine. Quand on l'ouvre, c'est très rouge, ça coule comme du sang. Ouais. C'est vraiment un fruit qui est très, très, très symbolique de ce côté-là, du côté fertilité, féminité intérieure. Ouais. Donc c'est très fort. Mais moi, j'aime beaucoup ce mythe-là et j'aime assez ces revisites de se dire, oui, elle a peut-être vu qu'il y avait les graines de grenade et elle les a peut-être avalées finalement de manière... lui rendre son libre arbitre en tout cas. Voilà, de lui rendre son libre arbitre et surtout parce qu'après elle est reine des enfers. Elle règne autant qu'Hadès, donc elle est vraiment aussi super forte et elle n'est pas du tout la petite épouse soumise qu'on pourrait croire. Elle a vraiment dans le Tartare, il y a les endroits où elle est vraiment, où elle règne et où elle châtie les méchants, quoi. Donc elle est quand même vachement forte. Un côté badass. Dans les autres badass qui sont célébrés à Ostara, il y a Freya. Donc là, c'est la déesse de la mythologie nordique. Du coup, déesse de l'amour et de la fertilité. Alors Freya, elle est assez géniale parce qu'elle a pas de pendant masculin, elle a pas d'homme. C'est la déesse omnipotente. Donc elle est considérée comme l'égale de Zeus. De Odin, je vous dis n'importe quoi, je suis fatiguée au bout d'une heure de podcast, de Odin. Le mythe de Freya, il est assez génial, pas forcément parce qu'elle a un carrosse tiré par des lynx, ce qui est déjà uber stylé. Mais parce que je veux mes lynx, on est d'accord, c'est ultra stylé. Mais Freya, elle a des points communs avec Hécate dans le sens où c'est la déesse magicienne, déesse de la sorcellerie. C'est la déesse Vanne de l'amour. Donc les Vannes, c'est les prêtresses en fait sorcières de la mythologie nordique. Et elle serait la première Valkyrie, Freya. Du coup, c'est une figure très très puissante. Si vous avez envie de faire une dévotion pendant vos hôtels sur votre hôtel ou pendant cette période de l'année, allez creuser du côté de Freya. C'est vraiment une figure féminine très puissante et source de beaucoup d'empuissancement personnel. Alors on peut adapter le mythe de Perséphone évidemment, mais j'ai envie de dire, sorcière, si vous démarrez aussi dans votre réappropriation de votre pouvoir féminin, Freya c'est un bon premier choix, on va dire ça comme ça. On a doucement fait le tour des déesses pour cette période. On pourrait citer aussi Flora, on en a déjà parlé. On pourrait citer Eos, la déesse grecque de l'aube. Et puis on pourrait aussi citer... ma petite nymphe Clétie, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ça s'est déjà fait. Et Cybèle, on l'a déjà évoqué aussi, la déesse un petit peu primordiale, déesse mère, Magna Mater, la grande déesse mère, qui ressort, qui ressemble quand même pas mal à Déméter. Alors les représentations après sont différentes. Cybèle, c'est une statue assez impressionnante avec énormément de seins. Okay. Voilà, elle est toujours sculptée comme ça avec beaucoup de mamelles, donc pour symbole de fertilité et de nourrir, donner la nourriture. Je
Je sais plus ce que je veux On est fatigué. Il est l'heure de mettre un terme à cet épisode de podcast. Je Où nous crois. allons ouvrir la fenêtre et avoir un petit peu d'air. Ben oui. Merci beaucoup pour toutes tes recherches, comme Merci toujours. à Un petit cœur pour Selenia, notre acolyte, la 3e de cette série sur les sabbats, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais promis, elle revient. On espère pour Beltane. Ouais. Beltane, ça sera un super sabbat aussi, donc j'espère qu'elle pourra être avec nous. Ouais, j'espère aussi vraiment. C'est vrai que c'est un très très joli sabbat, Beltane. Si vous avez envie, il nous reste encore une place, sauf erreur de ma part, pour le cercle de femmes sur le thème de l'abondance et la prospérité qui aura lieu pour Ostara le 11 mars à 18h. Les inscriptions se font sur 3 cercles. Et puis, si vous avez envie d'entamer avec moi un processus de clarification de vos objectifs, d'empuissancement personnel, malheureusement pour l'instant, toutes les places de coaching sont complètes, mais on ouvre une liste d'attente sur 3 cercles, donc vous pouvez aussi contacter Lucie. D'un point de vue de coaching, pour vous ouvrir un peu des petites perspectives sur cette période de l'année, l'année dernière en cercle, on avait fait à peu près dans cette période un vision board. J'en parle souvent parce que je pense que c'est vraiment un super outil. Donc c'est un outil créatif où on fait des découpages et on met sur une toile ce qu'on aimerait voir se réaliser pour l'année. C'est un bon moyen de se reconnecter à sa créativité. Qui dit renouveau, dit création, dit créativité, par effet de rebond. Dit projet, comme on l'a dit, voilà, si vous avez même du simple journaling, je pense que ça peut aussi aider. Vous prenez un cahier, moi j'adore les cahiers, j'en ai plein, donc je prends toujours un nouveau cahier, je devrais pas, mais je prends un nouveau cahier, et puis voilà, j'écris vraiment mes projets pour l'année, et c'est vraiment le moment de les lancer aussi. Donc si vous avez déjà réfléchi, commencez à voir comment vous pouvez concrétiser ce que vous avez envie vraiment de réaliser dans ce début de printemps, quoi. Pour profiter de cet élan, de cette énergie. Et je pense que voilà aussi avec le coaching c'est relié, parce que ça peut vraiment vous donner une impulsion si vous ne savez pas trop vous diriger, justement de commencer par là, ça va vous donner un élan pour profiter de ces énergies d'élan de printemps, quoi. Et d'ailleurs en parlant de nouveaux projets, t'en as un toi qui on a un petit scoop là. Donc oui, mon prochain roman sortira le 25 mars, normalement. Il sera disponible sur toutes les plateformes, en tout cas en e-book, puisque je suis en train de terminer ensuite la mise en page avec les personnes avec qui je travaille. La couverture par Jennifer est faite, donc bientôt sur les réseaux, je ferai cette annonce. Donc oui, le 25 mars, le tome 2 des aventures et des chroniques de Thomas von Noren va sortir, voilà, et il s'appellera Maléficence. Trop stylé. Et juste avant l'épisode, j'ai demandé à Anaïs si je pouvais lire un extrait de son tome 1. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de lecture dans PDS, ça me manque. Et du coup, elle m'a dit oui. Donc, juste après cet épisode, vous allez pouvoir retrouver une petite lecture aussi sur PDS. Un grand merci Anaïs. Merci à toi. Et puis, belle célébration de Star. Oui, toi aussi. À bientôt les très sorcières. bientôt.